Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence, l'émission féerique qui aborde des sujets de spiritualité et de développement personnel avec des personnalités qui font l'actualité culturelle. Aujourd'hui, je reçois Vincent Fernandel, auteur, metteur en scène, réalisateur, photographe et conteur. Tout ça, vous êtes sûr hein? Certaines. C'est beaucoup déjà. Hein? Son livre CD Les Contes classiques est paru aux éditions Fleurus. Bonjour Vincent, et je suis ravie de vous recevoir pour une nouvelle interview, mais cette fois-ci en face à face, et ça fait vraiment plaisir de se rencontrer. Moi je suis très content de vous voir aussi, parce que c'est vrai que la première rencontre a été audio. Tout à fait. C'est toujours plus agréable d'avoir l'image, hein, vu que, complètement. jusqu'à preuve du contraire, malgré l'époque, on interagit encore en réel. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Hein. On se sent vivant. Oui, tout à fait. Après les Fables de La Fontaine, vous sortez un nouvel opus avec ce livre CD Les Contes classiques. Oui. Comment l'idée est née simplement, c'est une suite logique pour vous par rapport à l'expérience précédente? Alors, c'est pas tant une suite logique pour moi, car lorsque nous avons sorti les Fables de La Fontaine il y a un an de ça, j'étais le premier à dire faisons-le, mais ça ne fonctionnera pas. Parce qu'avant moi, bien de grands artistes, plus grands que moi, s'étaient illustrés en interprétant ces fables, et je me suis demandé, pour être tout à fait franc, qui irait s'intéresser à Vincent Fernandel qui fait ça. Et puis alors, contre toute attente, ça a très bien marché. Alors j'étais content, mais il faut dire aussi que c'était grâce aux partitions de La Fontaine, hein, parce que quand même c'est porteur. Et l'éditeur et la productrice, Fanny Tempesti, ont eu l'idée, très rapidement après la sortie des Fables, de refaire un nouvel opus avec des contes pour enfants, tout simplement. Comme ça s'était bien passé, et que, en plus, vous connaissez, on en parlera sans doute, ma préoccupation, mon souci aussi pour l'enfance, pour les petits, je trouvais ça bien de revenir justement avec quelque chose qui était très différent des fables, mais qui, encore une fois, s'adressait à un jeune public d'une manière, sans paraître prétentieux ou présomptueux, intelligente. Car, je pense pas que vous me contredirez, je crois qu'il est extrêmement important que les enfants, dès le plus jeune âge, soient nourris quand même d'histoires, de textes et de mots intéressants. Parce que si on prive les enfants justement de cet accès aux mots, au vocabulaire, on les prive de la même manière d'une certaine forme de sensation, d'intelligence, de sensibilité. C'est-à-dire que les mots, bien sûr qu'ils ne racontent pas tout, hein, les sensations ne se nomment pas forcément, et souvent d'ailleurs on dénature une sensation en voulant la nommer. Hein. Par exemple, on s'est bien entendu tout de suite et on se fiche de savoir pourquoi, c'est ainsi. Ça. Mais c'est vrai que quand même, les enfants, pour faire des adultes, on va dire, discernants, communicants, qui savent mettre des mots sur leurs émotions et donc mieux communiquer entre eux et eux-mêmes et dans l'altérité, c'est important, je crois, dès le plus jeune âge, oui, de leur donner et des histoires qui favorisent l'imagination, mais aussi avec un vocabulaire. De les éveiller finalement oui. À autre chose que toute cette technologie finalement qui les coupe, je trouve, effectivement, d'une certaine forme de sensibilité, de recherche à autre chose, à une autre ouverture, finalement. Surtout que la technologie telle qu'on la connaît, enfin, l'évolution technologique en 40 ou 50 ans, là, récente, a été, je crois, une des évolutions les plus rapides en termes de facteur temps depuis bien des siècles. Je crois qu'il ne faut pas tout jeter dans la technologie. Il y a des choses qui sont formidables. Oui, tout à fait. Moi, quand j'étais petit, j'avais le magnétoscope VHS, les dessins animés, bon. Mais c'est vrai que l'accès aux écrans et à la technologie était plus cadré. Il y en avait moins de partout. Mais vous savez, l'être humain, depuis 50 000 ans, n'a pas beaucoup changé. Hein. Ils se racontaient déjà des histoires à cette époque-là, où on n'y était pas. Ils avaient déjà des mots, une façon de communiquer, etc. Et je crois que la technologie, bien sûr, a des vertus, mais elle ne peut pas remplacer une chose toute bête, c'est que lorsqu'on raconte à un enfant ou à un adulte une histoire, eh bien immédiatement, ça fait appel à des zones, à une créativité, à une capacité à imaginer, à ressentir, que nulle technologie ne pourra remplacer. Alors peut-être qu'on sortira ce que je dis dans 500 ans, mais je pense qu'on s'en foutra complètement à cette époque-là. Et puis on dira, ben non, il avait tort parce qu'en fait tout a été remplacé. Mais nous ne sommes pas là, hein, restons sur les... Non, moi je trouve ça extrêmement dangereux quand je vois des enfants de 2-3 ans qui maîtrisent les smartphones mieux que moi, par exemple. Ça m'inquiète. Ils sont nés avec. Ils sont nés avec. Mais je trouve ça inquiétant. Disons que c'est inquiétant à mon sens dès lors que... Vous savez, on en revient toujours à l'éducation, Valérie. C'est simple. Aujourd'hui, je crois qu'on a perdu quand même une notion qui est très importante, c'est que l'adulte qu'on est aussi l'enfant qu'on a été dans le cadre éducatif qu'on a reçu. Je crois que la première chose aujourd'hui, et je pense que les histoires, le contact des parents aux enfants en font partie, mais il n'y a pas que ça,
Mais aujourd'hui, vraiment, le cœur d'une problématique qui, à mon avis, n'ira qu'en s'empirant si jamais les gouvernements et les gens aussi à leur échelle, en termes personnels, ne s'y intéressent pas mieux et plus, c'est l'éducation de l'enfant. Et quand on dit l'éducation, c'est favoriser le développement de l'enfant. Vous le disiez, l'éveil. C'est-à-dire que mettre un enfant à l'école pendant 8 heures, comme on le fait en France, en lui disant si tu n'as pas 20 sur 20, ça veut dire que tu n'es pas adapté au système et que donc on te met de côté, tu es devenu un rebut. Moi j'étais à l'école aussi, j'étais pas forcément très très fort à l'école et j'ai aussi entre guillemets subi ça. Je crois que c'est un système qui est dépassé depuis très longtemps. D'ailleurs, bien des pays voisins, je pense aux Scandinaves, j'ai une de mes meilleures amies qui vit là-bas, qui est romancière, qui a ses enfants là-bas. Le système éducatif est très différent et favorise plus l'éveil que l'apprentissage au marteau et le fait du par cœur et d'avoir la note, etc. Le nivellement par la note, par la récompense ou par la sanction, je crois que c'est la première manière d'entrer dans la négation profonde de ce que peut être un être humain au-delà du système tel qu'il est. Et quand je parle d'éducation, je crois aussi que les enfants ont besoin effectivement de cadres et d'autorité, parce que sinon la liberté n'existe pas, mais aussi d'une écoute, mais aussi d'explication, mais aussi de bien comprendre que s'il y a des règles à respecter, ce n'est pas juste parce qu'il y a des règles qu'il faut respecter. C'est de leur apprendre aussi pourquoi ça favorise leur liberté, et aussi l'altérité, pour pas qu'ils marchent sur les plates-bandes des autres et que tout le monde s'entende un peu bien. Bon, c'est pour favoriser aussi effectivement une ouverture à la conscience pour avoir une réflexion quand on devient adulte et pas tout prendre comme ça sans discernement. Tout à fait. Et puis apprendre aussi, comme vous disiez, le respect de soi déjà et le respect de l'autre. Et vous savez, les enfants sont très intelligents. Moi, j'aime beaucoup les petits, j'ai la chance qu'ils m'aiment beaucoup aussi. Mais quand je vois les gens qui font des enfants de 2, 3, 4 ans, « Oh, qu'il est beau, qu'il est joli, il respecte... » Les enfants, d'ailleurs, ils regardent les adultes qui leur parlent comme ça, comme des extraterrestres. Comme si un petit, parce qu'il n'avait pas encore le cerveau totalement formé sur la réflexion, sur le vocabulaire, etc., il était bête. Mais les enfants voient des choses, perçoivent des choses que les adultes parfois perçoivent encore, parfois beaucoup moins ou parfois plus du tout, parce qu'il y a des filtres tangibles qui ont été mis dessus. Mais un enfant, vous savez, c'est très joli. Il y a une petite fille que j'ai vue récemment, que je vois très souvent, qui est la fille d'une amie à moi, qui vient me voir en disant « Regarde Vincent, elle a 3 ans, 4 ans. » Elle me dit « Regarde Vincent, il y a une feuille morte. » Je dis « Elle est jolie, qu'est-ce qui te l'a donnée ?» Elle me dit « C'est le vent. » Elle me dit « Le vent l'a soufflé vers moi. » J'ai dit « Merci au vent. » C'est beau. Non seulement c'est mignon, mais quelque part, si on réfléchit bien, le vent est un élément vivant, la nature est un élément vivant. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le vent qui apporte à la petite la feuille? Elle a tout à fait la conscience du vivant et du monde dans lequel elle évolue. Absolument. Mais ça, les enfants, ils ont cette conscience. Et c'est à nous, je pense, adultes, de faire l'effort, grâce à eux, de retrouver un peu de cette perception-là, et aussi de ne pas les brimer en disant « mais c'est pas vrai, tu racontes n'importe quoi, maintenant tu deviens grand, faut arrêter de jouer, faut arrêter de dire n'importe quoi ». Mais la feuille que le vent a apportée, j'ai trouvé ça extraordinaire. Si je devais résumer l'enfance, et ça a quelques jours cette histoire, si je devais résumer l'enfance, moi je dirais c'est ça. Et c'est ça qui est génial avec les enfants, c'est qu'ils nous ramènent de toute façon à l'émerveillement de l'instant présent. Parce que moi, quand je suis avec mon neveu de 5 ans ou avec ma petite nièce de 2 ans et demi, quand je vais les chercher à la sortie de la crèche ou de l'école, ils sont capables de s'arrêter, mais trois plombes, devant une fourmi qui passe. Et on demande, qu'est-ce qui se passe? Regarde, tata, oh la fourmi! Et du coup, ça nous repositionne effectivement. Je suis où? Ici et maintenant. Et je regarde cette fourmi qui fait partie effectivement de notre environnement. Et ils s'extasient vraiment de ce qui les entoure en fait. Et avec notre société où tout est rapide, tout va très vite, on ne se pose plus. Et c'est vrai que la crise qu'on a connue a permis un petit peu de se poser. En tout cas, le premier confinement a eu du bon, à mon sens, par rapport à ça, de se poser et de voir aussi comment la nature reprenait ses droits aussi rapidement. Nous sommes les invités de la nature. On est des locataires. Mais oui, nous ne sommes ni propriétaires ni maîtres. On l'oublie trop souvent. Mais oui, mais comme vous dites, regardez passer une fourmi, ça peut paraître... Mais souvent, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que lorsqu'on dit ça, souvent les gens disent « Ah, c'est mignon, c'est contemplatif, c'est poétique, une poésie un peu surannée. » C'est neuneux même. Voilà, c'est neuneux. C'est neuneux, c'est concon, c'est cucu. Des mots très riches de vocabulaire, n'est-ce pas? Vu que je suis auteur. Mais
je trouve ça incroyable, en fait, comme si les choses qui nous étaient accessibles de manière facile, naturelle, enfin, regarder de l'eau couler, une fourmi passer, etc., comme si l'accessibilité était quelque chose de suspect. Vous voyez, comme si, par exemple, je sais pas, cette table, par exemple, était fabriquée par un artisan, sans doute. Quand tu regardes en dessous, c'est marqué Made in China, tu sais. Mais disons qu'elle a été fabriquée par un artisan. Bon, on regarde ça, on se dit c'est formidable. Comment est-ce qu'on fait pour tailler le verre, etc. Et c'est pas être contemplatif ou complètement déconnecté de la terre. Justement, regarder ce qui se passe sur terre autour de nous, c'est être dans le tangible. J'ai de la chance, j'ai un balcon avec des platanes dedans. Il y a des perruches, des pies. Et souvent d'ailleurs, je me dis quel est l'oiseau, alors je regarde. Et quand je regarde ces oiseaux, je me dis, mais comment peut-on être aussi rationnel et aussi parfois nous, mais vous comme moi, on est humains, bas de gamme, vous voyez, ras du sol, alors qu'on voit ces vies-là qui sont d'une intelligence folle et qui comprennent tout sans rien se dire, enfin en tout cas dans un langage que nous ne saisissons pas. Et je pense que c'est ça aussi qui reconnecte à l'existence. C'est d'arriver quand même à s'aménager des endroits et des moments où juste on constate que la beauté est partout. Après, il y a des choses moches aussi. Hein, non, mais il faut. Non, mais je dis ça, mais il faut le constater aussi. Bien sûr. Il faut le constater. Parce que si on constate que la beauté, à un moment donné, c'est là où on se déconnecte. Oui. C'est toujours pour avoir après notre discernement et faire des choix. Absolument. Pour revenir à votre livre CD, vous avez fait des heureuses quand même en préparant l'émission, parce qu'il y a une histoire qui s'appelle Les Fées. Oui. Mais quand on regarde, quand on lit, elle se cache où? Oui, alors effectivement, il y a un des contes qui s'appelle Les Fées, d'après un conte de Perrault, parce que les contes, hein, je le dis, ont été un petit peu adaptés, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est une auteure, justement pour que ce soit un peu plus accessible aux plus petits. Mais je trouve que ce qui a été bien fait, c'est que ça n'a pas été appauvri dans le sens de l'histoire et dans le vocabulaire. Mais les Fées, c'est vrai que le titre est un petit peu mensonger, car on trouve alors, on va dire, il y a deux magiciennes. Sont-elles des fées ou pas? Alors vous, qui êtes spécialiste des fées, pour vous, ça n'en est pas, c'est sûr, c'est certain. Mais je pense que avec un peu d'imagination, on peut se dire magicienne, fée, c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai mais on a gardé le titre original. Hein, ça devrait plutôt s'appeler les magiciennes. Oui. Mais les fées étant magiciennes par ailleurs. Bon. Tout à fait. Ça peut s'équilibrer. Complètement. Vous avez un conte préféré dans cet ouvrage? Alors, je vous avoue que je les ai tellement en studio dit et entendu qu'il y en a plus un que je préfère. D'accord. Dans l'absolu. Non. Moi, j'aime beaucoup les musiciens de Brême. Je trouve ça. Alors, je vais pas vous faire de la psychologie ou psychanalyse des contes, mais les musiciens de Brême, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a une volonté d'entreprise de tous ces animaux abandonnés parce qu'ils ne servent plus à leurs propriétaires et qu'on veut les tuer, qui se réunissent. Il y a une très très grande volonté de leur part d'aller vers un mieux, un meilleur. Ils ont l'objectif d'avoir une meilleure vie, une grande vie, de partir loin et d'avoir, oui, une seconde existence, hein, loin des vicissitudes que la vieillesse est en train de leur causer. Et puis finalement, en chemin, ils s'arrêtent. Ils n'atteignent pas l'endroit où ils voulaient aller. Et ce que j'aime bien justement dans les contes, mais pas que dans celui-ci, hein, tous les contes, toutes les fables ont de multiples degrés de lecture et sont pleins de tiroirs. C'est qu'on peut voir ça comme un conte très beau, très joli, et c'est vrai, au départ, ils veulent s'allier les uns les autres, nonobstant leurs différences. Enfin, un chat et un chien, par exemple, dans une même équipe, enfin, dans l'iconographie populaire, ça se fait pas, bon. Puis c'est un âne qui conduit le truc, bon, l'expédition. On se dit, ah, c'est beau quand même, ils s'unissent, etc. Mais au final, ils ne vont pas au bout. Alors c'est bien parce que ça laisse libre interprétation. Est-ce que l'important, c'est qu'ils aient trouvé entre eux un confort et l'amitié? Ou est-ce que finalement, l'endroit où ils s'arrêtent, est-ce que ça va leur faire suffisamment de plaisir? Est-ce qu'ils vont pas se lasser les uns des autres? Parce qu'au départ, ils étaient quand même partis, hein, tous ces animaux, pour aller à la ville de Brême qu'ils n'atteignent pas. Mais après, si vous voulez, j'évite de faire des interprétations, déjà parce que les miennes valent pas mieux que celles du voisin, et puis surtout que je crois qu'il est très important que les contes, comme n'importe quelle histoire, soit perçue de la manière subjective de chacun. C'est ce que j'allais dire. Une œuvre, quelle qu'elle soit, sa plus grande valeur, c'est de rentrer dans le prisme de celle ou de celui qui l'aperçoit. Puis que ça soit une découverte. Exactement. Et effectivement, chacun a son filtre en plus. Absolument. Moi qui suis quand même grand lecteur de livres, notamment sur
des analyses de films, de cinéma, mais aussi sur tout ce qui est contes, fables. Moi, ça m'intéresse beaucoup de lire des analystes sur la chose. Mais je vous avoue que la plupart du temps, je laisse tomber les livres parce que je me dis, ça a beau être brillant, c'est quand même très subjectif. Et rares, je trouve, sont les auteurs, aussi bien dans le cinéma que dans la littérature, qui analysent des œuvres et qui savent ouvrir des portes, donner des clés, sans pour autant imposer leur propre vision. Donc comme moi, ça m'embête beaucoup quand on essaie de me mettre au forceps dans la tête, c'est ça qu'il faut penser et pas autre chose, parce que j'ai du mal avec ce qu'il faut penser ou pas, en plus, déjà. Je préfère pas le faire. Mais il y a des degrés de lecture. Et je trouve ce qui est bien, c'est que pour certains contes, car il y a des contes de Perrault, de Grimm, d'Andersen, d'Afanassieff, c'est que l'éditeur a choisi d'enlever les morales, notamment dans les contes qu'on prête à Perrault. Parce que vous savez que les contes, la paternité des contes, ça voyage beaucoup, certains les ont fixés, mais d'où ça vient exactement, ça c'est encore un autre sujet vaste qui mériterait une émission avec des vrais spécialistes, ce que je ne suis pas. Mais qu'on ait enlevé les morales, j'ai trouvé ça bien. Mais du coup, vous avez participé aussi cette fois-ci à la sélection Pas du tout. des contes? Non. Pas du tout. Bah, vous savez, je suis bon soldat, je suis discipliné. L'éditeur et le producteur disent « c'est ça qu'il faut sortir ». Moi, il y a des contes de Perrault que j'aime beaucoup, comme Barbe Bleue, par exemple. Mais je sais aussi que mon travail d'interprète, c'est aussi de me plier à ce que les patrons, l'éditeur ou le producteur décident. J'aurais trouvé que le choix était abominable ou infamant, ou que les textes étaient mal écrits, mal réinterprétés. Vous ne l'auriez pas fait? Ah, je l'aurais pas. De toute façon, je vais vous dire, on ne me force pas à faire quelque chose qui n'est pas à un niveau de qualité minimum. Ça peut paraître très infatué ce que je dis, mais je vois tellement de choses qui sont faites de manière approximative, ou un peu par-dessus la jambe, ou en disant ça passera, ou en disant oh, c'est que pour des gosses. Elle fait pas ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui a vraiment, je dis pas ça pour faire le corporate, hein. C'est rare que des projets avec autant de gens impliqués se passent si bien. Donc c'est pour ça que je le souligne. C'est bien quand il y a des niveaux de compétences partout et que soit interprète, on arrive et qu'on interprète et puis c'est tout. Du coup, vous savez, à chaque fois, ça vous replonge dans l'univers de l'enfance et comme on disait, ça vous ramène à l'instant présent, ça vous ramène à l'émerveillement. Vous savez, moi, j'ai jamais vraiment quitté l'enfance. Alors si, des fois, quand vous recevez des courriers de l'administration, etc., là, vous dites j'ai dépassé l'enfance. C'est des moments qui vous rappellent au fait que vous êtes devenu adulte, etc., payez vos impôts. Mais non, mais j'ai jamais quitté le monde de l'enfance parce que je pense que c'est lui qui m'a jamais quitté. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt le monde de l'enfance qui m'a choisi, sans doute à vie, parce que j'ai 38 ans, ça me passera pas, plutôt que moi qui ai voulu le garder. Il y a beaucoup de choses dont je me disais quand j'avais 20 ans, 22 ans, ouais, mais quand tu vas être adulte, ça se passera mieux, moins compliqué, ça sera plus... Et en fait, non, ça ne s'est jamais passé. Mais c'est vrai que j'ai un regard parfois très enfantin sur les choses, très très enfantin. Et par rapport à l'émerveillement, je vous avais demandé s'il y avait une chanson qui, pour vous, symbolisait ce petit côté pétillant, émerveillement. Et oui. Vous avez choisi un titre que... Je m'en rappelle. J'ai vu dans votre œuvre, est-ce qu'il s'en rappelle? Non, j'allais dire que je ne connaissais pas, moi, en fait. Oui, c'est une chanson d'Adriano Celentano, un grand chanteur italien qui a fait un peu l'acteur d'ailleurs aussi, et qui s'appelle La Camera Ventuno. Qui est une chanson très jolie, très, très mélancolique, c'est une ballade, moi qui me rappelle de par mes origines italiennes et méditerranéennes aussi, les petites chambres d'hôtel, avec la mer devant la barque, et puis le soir, quand on arrive à la fraîche, on boit un petit rosé de Provence, le vrai, pas celui qui est fabriqué en Chine et qu'on nous vend avec marqué Bandol dessus, ou voilà, les anchois avec un peu d'huile d'olive, le côté vraiment authentique du midi de la France, quoi. Et c'est vrai que, vous savez, quand on dit le midi de la France, Marseille, moi je suis pas marseillais, je suis méditerranéen, c'est-à-dire que ça englobe Marseille, ça englobe l'Afrique, le Maghreb, la Grèce, là où il y a du soleil, il y a des gens qui mangent bien. Voilà. Ça englobe tout ça. Je peux même aller tirer vers l'Espagne, ça me dérange pas trop. Alors quand on découvre votre parcours, on s'aperçoit que la créativité est vraiment au cœur de votre vie. Sans doute. Multiples cartes, vous avez plusieurs facettes. Ouais. Et que représente-t-elle pour vous? Je suis toujours, et je dis pas ça du tout pour faire le faux modeste, alors effectivement que je suis créatif, mais moi je me définis souvent comme un artisan ou un besogneux. Oui, j'ai des facilités dans beaucoup de choses, c'est vrai. Mais une facilité, c'est pas une compétence. Il y a des facilités
vers lesquels je suis allé pour développer mes compétences, et d'autres pas du tout parce que ça m'intéresse pas. Puis on peut pas tout faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté artisanat. Voilà. C'est-à-dire que même si les choses peuvent venir plus facilement que pour d'autres, c'est pas pour autant que c'est suffisant. Je pense que j'ai de bonnes idées, de bonnes visions, de bonnes inspirations, mais après, il faut donner des formes concrètes à ça. C'est une phrase de Claude Chabrol que j'aime beaucoup, beaucoup. La phrase est Claude Chabrol, qui disait « Mon travail en tant que metteur en scène, c'est de donner une forme concrète à des abstractions. » Et je trouve que cette phrase est une définition parfaite de ce qu'est, non pas le milieu artistique, mais de ce qu'est tout travail artisanal. Il y a une idée, une abstraction, quelque chose de vague, des formes, une idée, un son, ça peut pas. Et après, comment on le rend concret? Le rendre concret pour que justement ce soit suffisamment clair et formalisé pour que ce soit partageable. Il y a beaucoup d'artistes, on les appelle comme ça, qui sont dans leur sphère, hein, ils sont 2,5 à se comprendre, mais c'est formidable. Vous allez voir la pièce dans le théâtre, il y a beaucoup ça, voir la pièce pendant 2h30. Vous avez un type qui fait l'hélicoptère avec son sexe, avec des sacs plastiques qui tombent du plafond, et puis des cris, des gens qui font les loups. On comprend rien, hein, mais on sort, on dit là, ça c'est de l'art. On n'a rien compris, mais c'est normal. Je sais pas, moi je trouve qu'une œuvre d'art, je prends Jackson Pollock par exemple, certes c'est pas figuratif, mais il y a du travail, il y a une pensée. Jackson Pollock, c'est pas juste un mec qui peignait avec la toile au sol. Cette simplification, si vous voulez, parfois, de parcours d'artistes en les résumant à des anecdotes typiques ou vendeuses, ça fait qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, et de plus en plus, qui se disent « Ouais, mais artiste, voilà, quoi, ça sort de là. » Oui, ça sort de là, mais ça va où? Oui, mais comme on disait en tout début d'émission, c'est aussi très subjectif, donc peut-être que certains vont... Alors, disons que je suis pas très tolérant sur certaines formes de subjectivité. C'est ça, parce que du coup, voilà. pour certains, ça va peut-être les appeler, résonner en eux, pour X ou Y raison, tout simplement. Non mais vous avez raison, peut-être que la personne qui ira voir l'acteur qui fait l'hélicoptère avec son sexe aura envie de passer son brevet de pilote. On ne sait pas. Ça peut arriver. Pourquoi pas? Concernant la créativité. Je suis de mauvaise foi, je me sers de l'humour pour ma mauvaise foi, hein. Pardon, je suis désolé. Restez avec nous, mesdames, messieurs, je n'ai pas fini, hein, vous allez voir. Concernant cette créativité, est-ce un héritage familial? Parce que vous êtes quand même, vous venez d'une lignée, quand on entend votre nom, quand on vous voit et quand on entend votre voix, on pense quand même à votre grand-père et puis à votre papa. Et tant mieux. Enfin, moi, je suis très content. Et si je peux véhiculer leurs souvenirs et leurs mémoires, même malgré moi, j'en suis ravi. Parce que moi, j'ai pas du tout de problème avec ça. Je trouve que justement, la filiation, c'est une belle chose. C'est une transmission? Oui, mais qui n'a pas été volontaire. Vous savez, moi, j'ai grandi dans ce milieu-là parce que j'y suis né. J'ai eu la chance de ne pas être éduqué dans des conditions où on m'a dit ou fait croire que parce que j'étais dans une lignée artistique, etc., je suis pas né de la cuisse de Jupiter, quoi, vous voyez. Et ça, c'était important aussi. Ça, c'était important. Et je crois que mes parents vraiment ont bien réussi ça, de bien me faire comprendre que je n'étais pas ni l'enfant roi, ni l'élu, ni quoi que ce soit, etc. Et ça, c'est important. Parce que vous savez, je vais vous dire, le métier que nous faisons, et que moi, en l'occurrence, je fais, comme vous l'avez dit, sur plusieurs plans, c'est jamais qu'un métier. Alors certes, c'est public. Certes, parfois, c'est vu. Parfois pas du tout, parce que des fois on peut se planter et on dit ça va faire un carton puis personne ne voit. C'est un métier. C'est un métier. Et c'est vrai que je trouve assez étonnant, assez étrange de s'enorgueillir de faire ce genre de boulot. L'art peut sauver des gens, peut sauver des vies, mais dans certaines circonstances. Je prends le théâtre russe, par exemple, que je connais quand même bien. Après la révolution de 17, qui a été très traumatisante, faire du théâtre, pour certains grands maîtres, je pense à un type qui s'appelait Vesvolod Meyerhold, c'était un acte fort pour justement garder une liberté, pour faire entendre sa voix dans un moment où on ne pouvait pas l'entendre de manière privée. Donc, il tentait de faire du théâtre d'une manière publique qui était dans les convictions de liberté. Ça n'a pas empêché le pauvre garçon de finir fusillé. Mais là, d'accord,
Là, l'art a une utilité. Mais j'irai même plus loin. C'est que des gens comme lui, qui grâce à l'art, luttent pour la liberté, le développement, la tolérance, l'ouverture, ces gens-là, quand ils font ça, ils ne se disent pas « Waouh, je lutte pour une noble cause ». Vous voyez ? Ils le font, mais... Ils le font, ils l'incarnent, ils le sont, ils ne se posent pas la question. C'est pour ça que si vous voulez, et je reviens à ça, c'est super de faire ce métier, moi j'adore, hein, mais je ne fais pas plus de bien à l'humanité que quelqu'un qui fait une bonne baguette de pain, ou qu'un soignant qui va sauver quelqu'un, ou qu'un pompier qui va aller tirer un enfant du feu. Vous voyez ce que je veux dire ? Je dis pas ça pour être démagogue, mais le discours de l'artiste qui dit vous comprenez, c'est vachement important, je fais de l'art, et puis alors s'il n'y avait pas moi, comment feraient les gens ? Ils disent pas ça directement, mais en substance, c'est ça. Tu as envie de dire, tu sais, si tu disparais demain, le monde va continuer à tourner, Coco. Hein. Et moi, si demain je me fais écraser par un camion de lait, le monde tournera pareil, quoi. Mais c'était dans le sens vraiment créativité au sens large, parce que de par tout ce qui vous anime, et il y a notamment la photo aussi. Ah, j'aime beaucoup la photo, oui. Oui, la photo est une activité que j'aime beaucoup. Simplement parce que c'est ma récréation. C'est ce que vous me disiez entre parents. La photo, pour moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est faire du cinéma à pas cher. Parce que ma culture cinématographique étant quand même importante, parce que j'ai travaillé comme journaliste de cinéma aussi, et puis je suis très cinéphile, je trouve que la photographie, justement, a ce pouvoir, en arrêtant le mouvement, de le faire continuer. Et ce que je fais comme photo, c'est quand même beaucoup de photos, on va dire, assez oniriques, parfois un peu cinéma de genre, parfois entre guillemets, d'un mauvais goût de vieux cinéma bis très assumé, que j'aime beaucoup aussi. Et beaucoup de photos de femmes, surtout. Beaucoup de photos de femmes. Pourquoi ? Parce que ça se fait de manière naturelle. Parce que déjà, je préfère la compagnie des femmes que des hommes. Alors, je vois venir les gens, ils disent « Ah, elle est méridionale, etc. » Donc, forcément. Je suis pas dragueur, je suis pas coureur. Moi, j'aime les femmes parce que je trouve qu'elles ont cette capacité d'être dans une connexion spirituelle et intérieure plus élevée que les hommes. Voilà. On a beaucoup à apprendre des femmes. Alors, certaines ne le sont pas, hein. Je ne fais pas une généralité. Hein. Non, puis il y a des hommes qui s'ouvrent. Absolument. Et je trouve qu'on est à une époque, justement, où les hommes assument beaucoup plus. Se réapproprient beaucoup plus leur sensibilité, leur ouverture, la connexion, justement, à cette partie féminine de leur être. C'est absolument vrai. Mais je pense que c'est grâce aux femmes aussi. Ce que je vais dire est d'une banalité confondante. La femme est en contact avec la terre et avec le ciel. Elle est en contact avec le tangible et puis avec ce mystère de la vie. Puisqu'elle donne la vie. Nous, on ne l'est pas. Par conséquent, prendre des femmes en photo, c'est aussi pour moi une forme, à mon niveau, hein, de révérer le féminin sacré. Et puis je trouve aussi que... Puis c'est pas forcément des modèles professionnels en plus. C'est toujours des femmes que je connais, ou beaucoup, ou au moins un minimum, dont je connais un peu l'histoire de vie, etc. Et je veux dire, c'est magnifique de voir un corps de femme habité par une âme. C'est splendide. Enfin, pour moi, il n'y a rien de mieux. Hein. C'est une rencontre à chaque fois, et c'est l'histoire de la femme qui fait écho en vous, ou en tout cas qui vous interpelle. Totalement. Je ne peux pas photographier déjà. Alors parfois, je fais des photos pour des bouts de comédiens, etc. Où là, pourtant, je suis rémunéré. Bon, monsieur machin, madame chose, je ne les connais pas. Bon, c'est pas grave. C'est pour des cases, on va dire. Mais ce qui est une activité qui me prend finalement beaucoup moins de temps que la photo dite, j'aime pas ce mot-là, artistique. Pas de photo artistique, il y a photos différentes de genre, bon bref. Et évidemment que je ne peux photographier que des gens que je connais et avec qui les choses déjà se passent bien humainement. J'ai découvert ça il y a quelques années. David Hockney, qui est un peintre que j'aime beaucoup, et je ne me compare pas à lui, hein, mais en fait, il peignait, il immortalisait quasiment que des gens qu'il connaissait. Et depuis parfois fort longtemps. Et je me suis dit, ça c'est formidable ça, je vais faire pareil. Je vais lui piquer l'idée. Aujourd'hui, qui est Vincent Fernandel ? Je reviens demain, le temps de réfléchir pour vous répondre. Qui est ? Oh là, dites donc. Ben, il est avec Valérie Mottet, j'ai envie de vous dire. Ce serait compliqué de me définir parce qu'on est tout le temps en mouvement et qu'on est pluriel. Moi, j'ai envie de vous dire que là, si vous me dites qui il est, j'ai envie de vous dire il est content d'être avec vous et de partager ce moment-là. Merci, je suis très heureuse aussi d'être avec vous et de partager ce moment. En vrai. Avec vous, en vrai, avec l'équipe. Ouais, c'est un chouette parce que moment. Sinon, que dire ? Vous voyez, il suffit que... peut-être un de vos techniciens, même si on a l'air très gentil et très aimable, il y a peut-être un que tout à l'heure, je suis rentré, il dit « Quoi, cette tête de con ?» Lui, il vous dira « C'est une tête de con, vous comprenez ?» Bon, voilà. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui vous dira « Ah, ben, quand même, il est gentil, parce que
Il m'a offert sa bouteille d'eau, vu qu'il en restait plus qu'une tout à l'heure. Enfin, vous voyez. Il n'en a pas voulu d'ailleurs. Il dit non. Là, il se dit, mais pourquoi il m'embête? Je suis en train de filmer. Il ne se déconcentre pas. Vous voyez. Là, lui, il va se dire, Vincent Fandel, c'est un con. Il a beau être pas c'est un con. Mais on est soumis à une subjectivité terrible en plus. Mais vous savez, même moi, je ne sais pas qui je suis. Vraiment, je ne sais pas qui je suis. Ce matin, voilà, pour raconter ma vie, ce matin, je me suis levé, j'étais très content. Je me suis dit, bon, j'ai un petit café, fume ma cigarette, etc. J'ai travaillé sur un truc qui me plaisait beaucoup. Et puis d'un coup, j'ai dû expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne le comprenait pas tout à fait parce que moi, je me suis énervé. Parce que je suis méridional. On me dit, tu t'énerves. Je dis, non, je ne m'énerve pas, je parle fort. Bon. Et puis après, j'ai fait autre chose, j'ai rigolé, j'ai blagué. Bon, voilà. Il y a un essai de Luigi Pirandello que j'aime beaucoup, qui s'appelle « 1 personne et 100 000 », qui est un essai, c'est un roman-essai sur à quel point il est impossible de se définir. Très pertinent. Ça dépend de la perception de chacun. Et je crois que ce qui nous définit vraiment, que ce soit vous ou moi, c'est qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite, maintenant. Et je pense que je dis ça avec d'autant plus de force et d'acuité que je crois que j'ai abandonné, j'ai cessé de vouloir me définir, en fait. J'ai cessé de vouloir me définir. Vous ne voulez plus rentrer dans des cases, en fait, non plus. Parce que des fois, on se définit par rapport au regard des autres, par rapport aux cases. Mais vous savez, les cases, moi, comme tout le monde, j'en ai des tas. Déjà, le simple fait d'être méridional. Le simple fait de dire que je suis méridional, ou que ça s'entende. On va revenir par rapport à votre livre. Vous parliez tout à l'heure de l'âme d'enfant, ce côté enfantin qui ne vous a jamais quitté. Est-ce que le petit Vincent vous parle? Ah oui, tout à fait. Mais vous savez, je crois qu'à part... Que vous dit-il alors? Est-ce que vous pouvez nous partager quelques bribes ou pas du tout? Ah si, totalement. Vous savez, je crois que le petit Vincent, à part d'avoir changé quand même un peu physiquement, d'avoir grandi, et puis d'avoir appris beaucoup de choses depuis son enfance en plus, il n'a pas changé. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas déconnecté du petit que j'étais. Souvent, on dit il y a la part adulte et la part enfant. Mais pour moi, c'est une seule et même personne. Enfin, c'est toujours moi. C'est toujours moi. Et je suis le premier à m'émouvoir devant des choses devant lesquelles je m'émeuvais lorsque j'étais petit. Que ce soit des musiques, des films, des comportements, des petits gestes. Enfin, parfois, je vois des choses extrêmement anodines qui peuvent effectivement m'émouvoir énormément, me faire beaucoup rire. Comme un côté très enfantin, c'est que j'ai dans l'assistance aujourd'hui un ami à moi qui s'appelle Jean-Christophe, que je connais depuis 20 ans. J'ai le côté des enfants où on trouve une blague à 8h du matin, on est encore dessus à 8h du soir, en boucle. J'ai le côté en boucle, moi, des enfants. Vous savez, les enfants, ils regardent le dessin animé en boucle, ils ont le personnage préféré en boucle, et ça dure pas qu'une journée, ça dure des jours, des mois parfois. J'ai le côté en boucle. Ce qui peut être très drôle et très sympathique quand les gens autour de moi sont les mêmes, mais ce qui peut être extrêmement énervant au bout de 30 minutes. Les gars, vous passez à autre chose ou ça se passe comment? J'ai ce côté-là en moi. Et alors, est-ce que parfois le grand parle au petit? C'est-à-dire que quand vous évoquez que vous avez ce côté méditerranéen et que vous reprenez... là, c'est plutôt le grand, on va dire, qui s'exprime. Oui. Est-ce que parfois le grand a des choses à dire au petit? Je crois que le petit a beaucoup plus de choses à dire au grand. Mais le grand l'écoute? Je pense que le petit est assez intelligent, plus que le grand, pour savoir à quel moment il faut dire telle ou telle chose au grand. Oui, voilà. Parce qu'il y a des moments où il doit se dire, là, c'est pas le moment, je vais me faire envoyer dans mes 15 mètres. Et puis, il y a des moments où il sait à quel moment le dire. Mais vraiment, le petit parle beaucoup plus au grand. Parce que vous voyez, par exemple, un comportement, qui est mon comportement. On va dire que je suis sanguin, où je peux m'emporter facilement. Pas quelque chose qui me plaît, ça m'amuse pas. Après, quand je dis m'emporter, au bout de 5 minutes, c'est fini. C'est pas... Mais je pense que c'est là où le petit dit, franchement, ça vaut le coup. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Tu as envie d'être ça? Bon, tu pourrais peut-être dire la même chose un peu plus calmement, ou simplement t'en foutre, et te dire c'est pas grave, passe à autre chose, reviens au présent, amuse-toi, change-toi les idées. Le petit parle plus au grand. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est étonnant aussi, par exemple, il y a des livres ou des films que je ne peux plus voir, que j'aimais beaucoup il y a quelques années, mais où c'est trop violent, où c'est trop moche, ça décrit des choses qui sont trop dures. Et il y a des choses que je n'arrive plus à regarder. Il y a des livres que je ne peux plus lire. Il y a des images que je n'encaisse plus. Et ça, pour moi, c'est le petit qui prend le dessus en disant « Pourquoi te mettre ça dans la tête? Pourquoi aller regarder ça?
Moi, j'étais un énorme fan de films d'horreur, tous les genres, etc., même de romans, de thrillers, etc. Il y a des choses que je ne peux plus voir. Il y a un film que j'adore, qui s'appelle Midnight Express d'Alan Parker, qui est un film très dur, que j'ai revu récemment, ça faisait longtemps. J'ai pas pu aller au bout. Et pourtant, j'adore ce film, je le connais par cœur. Et je pense que c'est là où l'enfant dit « Tu le connais, n'y reviens pas. Ne te mets pas des choses comme ça dans la tête. Essaye de te mettre quelque chose de plus joli. » Vous parliez d'âme en début d'émission. Est-ce que vous êtes du coup à l'écoute de ce que votre âme vous dit via notamment l'intuition? Oui, je suis du genre à suivre mon intuition et mon instinct. Mm-hmm. Alors, je dois vous dire qu'à 98%, ça fonctionne. On se fait parfois avoir comme tout le monde, hein. On est humain, on est faillible. Mais j'écoute l'instinct. Et surtout, ce que je n'écoute pas, c'est... Mais à la fois, je ne suis pas entouré de gens comme ça, donc c'est pas le cas. Mais si tant est que quelqu'un me dise « Oui, mais tu comprends, tu ne devrais... » Je dis « Ah non, moi je t'explique pas ta vie, je ne critique pas ton instinct, n'explique pas ma vie, ne critique pas mon instinct. Si je me plante, je me plante. Mais laisse-moi me planter. » Vous prenez vos responsabilités. Ou avoir raison, mais ne m'influence pas. Mais comment se manifeste-t-elle, cette intuition ou cet instinct? Est-ce que c'est viscéral? Enfin, il y a des sensations corporelles, parce que comment savoir réellement si c'est bien votre intuition qui vous parle ou si c'est pas le petit vélo dans la tête, comme je l'appelle, notre petit ego? Oui, le petit vélo. J'appelle ça le petit vélo, moi aussi. Il faudra qu'on aille au bois de Vincennes pour en faire. Je fais des blagues extraordinaires, je suis auteur, hein, je vous rappelle, n'est-ce pas, avec multiples casquettes. Pardon, je reviens sérieux. Oui, alors comment ça se manifeste, l'instinct ou les messages de l'âme? Pour être sûr, finalement, que... Moi, je ne suis sûr que de ce que je ressens sur le moment. Voilà. Donc c'est la sensation. C'est une sensation. Je ne saurais pas comment la verbaliser, comment l'expliquer, mais c'est une sensation qui n'est pas mentale, hein, qui n'est pas intellectuelle. C'est où je vais vers, où je me cadre. Voilà. Mais j'ai beaucoup de chance, vous savez, Valérie, parce que j'attire mais très peu de gens. Je dis pas bon ou mauvais, mais j'attire très peu de gens qui ne me ressemblent pas en termes de valeurs et d'attentes. J'ai quand même énormément de chance là-dessus d'attirer des gens avec qui le lien est possible. Parfois, il se fait ou il ne se fait pas, mais avec qui le lien est possible. Mais je pense aussi que c'est une part de chance, effectivement, c'est quelque chose qui veille là-dessus. Mais j'essaye aussi vraiment de sélectionner le plus possible votre cercle relationnel. De suivre une cohérence. Les contes classiques et les fables de La Fontaine, de quoi ça part? Ça part du fait que la productrice des 2 livres, je l'ai vue naître. On a quelques années d'écart, mais je l'ai vue naître. On se connaît depuis 30 ans. Et en plus, c'est une femme compétente, et c'est une femme qui a une parole, et c'est une femme qui aime ce qu'elle fait. Moi, je dis oui. Même si on en vend 4, qu'importe. Je ne suis pas dans la compromission. Évidemment, j'en fais des compromis comme tout le monde, hein, dans le métier artistique, il faut en faire. Hein, bon. Mais c'est pas très distingué comme image, mais c'est toujours ce que je dis à mes élèves comédiens. Je leur dis, vous savez, baisser le pantalon, il faut toujours le baisser un peu. Mais il faut mettre une limite qui appartient à tout un chacun, une limite en deçà de laquelle le pantalon ne doit plus descendre. Voilà. Donc moi, ma limite, elle n'est pas très basse, elle est plutôt haute. Vous êtes à l'écoute des signes de la vie, ce qu'on appelle la synchronicité ou... Oui, alors je vais vous dire, non seulement j'y suis, mais je me méfie vachement, parce que moi j'ai une tendance, selon les jours, à voir tout comme un présage ou un signe. Et là, je peux me fatiguer moi-même très vite. Il y a une différence entre les signes et les présages. Hein. Oui, tout à fait. Mais il y a des jours où je... Parce que les présages, ça peut être plus collectif finalement, alors que les signes, c'est vraiment propre à chacun en fonction de sa propre histoire. Voir un oiseau, par exemple, ça va vous rappeler quelque chose de précis, puis d'autres, ça n'aura aucun rapport. Non, mais il y a des journées où je mets tout dans le même sac. Je suis un anxieux, un angoissé de nature. Quand je vais bien, il y a 2-3 signes, je me dis « Ah, ça c'est cohérent ». Mais quand les journées sont un peu plus noires, je peux tout mélanger. Et à la fin de la journée, je vais me dire, très bien, donc demain, c'est la mort.
Vous voyez ? Donc là, c'est la part peut-être du petit vélo qui mouline trop. Ah, totalement. Ah, totalement. Donc là, c'est plus l'âme. Enfin, moi, ce que Ah oui, j'appelle non, mais bien de sûr, mon c'est point de mental. vue, c'est quand on reste sur la fréquence de l'ego, celui qui ramène. Alors, Absolument. on en a besoin, hein, de notre Ah ego, oui, c'est aussi notre protecteur. Mais à mon sens, c'est quand même celui qui nous amène les doutes, les peurs. Alors que dès qu'on se reconnecte, moi, j'essaie de me reconnecter sur la fréquence de l'âme. Bah, tout de suite, tout est plus léger, tout est plus juste, tout est plus cohérent, tout est plus beau finalement. Enfin, c'est que mon point de vue. Mais... Ah non, mais vous avez parfaitement raison. De toute façon, vous savez, on est pourri par notre cerveau. Hein. Alors, il y a des zones super dedans. Hein. Ah oui. Non, mais évidemment que l'appréhension, la crainte, la peur, les angoisses, etc., ce n'est jamais que des projections. Attention, je dis ce n'est jamais que des projections lorsqu'on a quand même la chance d'être dans un pays libre, d'aller quand même pas trop mal, de savoir qu'on a des voisins qui peuvent s'occuper de nous. Hein, j'irais pas dire la même chose à des pauvres gens qui se font tirer dessus dans des pays en guerre. Parce que là, la crainte et la peur, on la comprend. Ah oui, non, voilà. On ne parle pas Exactement. De la même chose. Pour vous, qui envoie ces signes, finalement ? Vous avez une idée Parce que vous parliez de la chance tout à l'heure, que la chance veille, mais est-ce que c'est finalement peut-être un ange gardien, une fée, un être de lumière, un être disparu ? Est-ce que... Je pense un peu tout à la fois. L'univers, c'est mieux que nous. Nous, on est là pour un temps imparti dans une enveloppe. Bien. On ne s'est pas forcément choisi d'ailleurs. Hein. On nous l'a imposé. Bon. Après, ce qui circule en nous dans l'indicible... De mon point de vue, je ne pense pas. Je pense que notre âme choisit ce qu'elle va expérimenter. En termes de corps, vous voulez dire ? Oui, dans l'enveloppe, dans tout, dans toute son histoire, dans ses épreuves. Alors évidemment, une fois qu'elle s'incarne, elle oublie. Oui. Parce que sinon, ça... Moi, je parlais du corps vraiment physique. Est-ce qu'on choisit notre corps physique ? Je pense qu'on choisit la totale, en fait. Enfin, la totale, j'entends... Tu te rends compte, je me suis choisi cette gueule, moi ? Alors, si j'avais su là... Hein. Mais je détiens pas les vérités, mais c'est ce qui vibre en moi, en tout cas. En tout cas, sur l'âme, sur l'indicible, effectivement, après, au-delà de notre... Il y a des gens qui... Là, je ne parle pas de moi, mais des gens qui sont très jeunes, dans l'âge d'état civil. Et quand vous leur parlez, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus vieux, qui est beaucoup plus ancien. Il y a une incarnation qui n'est pas raccord, entre guillemets, avec l'âge d'état civil. Mais comme il y a des gens de 40, 45 ans, dont on se dit, mais quelle immaturité. Moi, je pense qu'on peut vivre plusieurs vies sur cette terre. Dans la même parenthèse terrestre, ou vous faites allusion à des vies antérieures, au karma, oui. À des vies antérieures, oui. Vous croyez du coup au karma ? Je vais vous dire oui, mais je ne suis pas spécialiste de ça. Je suis entouré quand même par pas mal de gens qui s'intéressent à ça, et puis d'une manière, attention, même scientifiquement, on sait très bien qu'il n'y a pas qu'une seule dimension, et que ce n'est pas la dimension terrestre, donc ce n'est même pas une histoire de spirit complètement perché. Parce que souvent, quand on dit ça, on dit mais la science, elle en raconte beaucoup plus qu'on le pense et qu'on veut bien dire là-dessus, hein, également. Tout à fait. Oui, mais je crois qu'on revient. Alors, pourquoi ? Peut-être pour aller au bout de quelque chose qui demande plusieurs vies, peut-être pour corriger ce qu'on a fait avant. Mais si vous voulez, vous voyez, je vous dis ça, et puis à la fois, je posais la question à une éminente spécialiste, dont je tairai le nom, sur ce retour des âmes. Pourquoi on revient ? Et elle me disait, on choisit parce qu'on a un truc au bout duquel il faut aller, peut-être, enfin, elle m'a parlé. Et à un moment, je lui dis, en fait, moi, ce qui bloque là-dedans, même si j'y crois, hein, mais à chaque fois, il y a ce truc qui bloque. Moi, je pense tout le temps aux petits, aux enfants, qui sont battus, violés, maltraités, et qui parfois meurent jeunes. Ça, les bébés dans les frigos, etc. Enfin, des trucs où je me dis... Et j'avais dit à cette éminente spécialiste, j'ai dit, et ça ? Et ça, c'est quoi ? L'âme, elle choisit ça ? Donc vous voyez quelque part... Alors si on aborde ce sujet, moi je peux parler par rapport à la mort de mon frère qui est mort à 4 ans et demi. Et donc quand on me pose la question, mais perdre un petit frère, etc. Alors évidemment quand j'étais dans mon chagrin et que j'avais pas... Alors évidemment mon âme elle vibrait puisque j'ai mon âme de petite fée et que j'ai toujours eu ce côté médium qui était là. Mais je ne me posais pas toutes ces questions. Depuis j'ai cheminé, j'ai appris. Mais quand maintenant on me pose la question, quand mon livre sur justement
pour tout ce que la vie nous donne, où c'était un hommage aux enfants malades et à mon petit frère, on me demandait, mais alors c'est dur. Alors je dis, je vais vous faire 2 réponses. Il y aura celle de ma personnalité terrestre. Je vais vous dire que c'est une déchirure, que c'est inacceptable. Et puis celle de mon âme, qui elle accueille, puisque c'est le choix de mon frère de s'incarner pendant 4 ans et demi. Donc il y aura toujours, à mon sens, deux réponses avec 2 vibrations différentes en fait. Et c'est pareil, c'est pas parce qu'on est médium, quand on perd quelqu'un, on se dit c'est plus facile. Alors, la chose. Évidemment, comme on a cette croyance, pas religieuse, mais cette croyance spirituelle de se dire la vie continue, qu'on peut avoir une connexion, évidemment, c'est rassurant. Mais la perte de l'être qu'on aime, de sa présence physique, de savoir qu'on ne pourra plus la voir physiquement, la peine est là. Elle s'éprouve vraiment. C'est pour ça que je pense qu'il y a toujours ces 2 notions. Et moi, j'en parlais aujourd'hui, je peux vraiment parler avec ma maman, parce que ça fait 30 ans qu'il est décédé. Mais il y a encore quelques années, je lui disais, mais tu sais, son âme a choisi. Elle me disait, mais comment tu peux dire ça? Et aujourd'hui, quand on parle, elle est plus dans l'accueil, même si elle a beaucoup de mal à l'accepter, évidemment, c'est une maman. Mais du coup, je lui dis, regarde, tout ce qu'on est devenus les uns les autres depuis du jour où il est rentré dans notre vie avec sa maladie et du jour où il est parti. Moi, je ne serais jamais devenue la femme que je suis si je n'étais pas passée par toutes ces étapes et ces épreuves. Et il n'aurait pas mis sur mon chemin toutes les personnes que j'ai rencontrées. Donc, j'ai une gratitude infinie et un respect pour son âme. Et là, dernièrement, j'ai perdu un ami, ça fait, très peu de temps. J'ai respecté le choix de son âme. Je lui ai dit, évidemment, pour ceux qui vont rester, ça ne va pas être évident, mais ton âme a choisi de partir, je l'accueille et je t'envoie toute la lumière et tout l'amour. Mais effectivement, quand on est incarné, et avec toute la violence qu'on voit et tous les exemples que vous citez, ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable, c'est peut-être pas le bon terme, mais ça veut dire inconcevable, peut-être. Inconcevable. Ah oui, totalement. Mais... Et j'essaie d'avoir maintenant, avec ce cheminement, je ne dis pas que c'est juste, je ne dis pas que je détiens la vérité absolue. Très bien ce que vous voulez dire. Mais c'est vraiment... Que ça est. Voilà. C'est ce que je ressens, ce que je vibre, et c'est mon évolution spirituelle, mon cheminement qui m'a amené à ça. Et c'est quelque chose qui résonne vraiment en moi. Et vous savez, je crois que c'est aussi très bien qu'il y ait des gens, justement, comme vous, avec cette élévation suffisante. Moi, je crois que j'ai une limite spirituelle très forte qui sans doute vient d'un côté trop révolté en moi sur beaucoup de choses et qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui se heurtent au tangible chez moi. Il y a une forme de logique en me disant, mais ça, d'accord, mais pourquoi? C'est basique, hein. Je suis un être très très basique en vrai, vous savez, je suis pas... Mais il y a quand même des moments où je me dis, quand même. Et du coup, en parlant de ces connexions et de ces 2 mondes, que représente la mort pour vous? Ce que je crains, c'est pas la mort, c'est la décrépitude, la déchéance, la ruine. Et on va venir justement au choix d'une musique qui est Vieillir. De Brel, oui. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez plus peur de la vieillesse que de la mort, en fait. Totalement. C'est pas tant de la vieillesse, parce que je suis pas jeuniste, je suis pas pro-senior anti-jeune ou pro-jeune anti-senior, vieillir. Bon, vous savez, il y a des gens à 20 ans, ils sont vieux. Ce que vous disiez tout à l'heure. Et certains à 38 ans qui ont 4 ans et demi. Non, je crois que c'est vraiment la ruine intérieure, la ruine du corps, enfin, quand le mental ne tient plus, ou quand la tête va bien et qu'elle voit le corps en train de partir ou de s'amenuiser. C'est mourir, moi, dans l'absolu, ça ne me dérange pas. Il faut juste que ce soit net. Et que j'ai fait mon ménage avant de préférence, parce que j'aimerais pas laisser un appartement dégueulasse. On revoit le côté très pragmatique et très terre à terre. Mais vous savez qu'en vrai, quand je sors, ça m'arrive de sortir de ma tanière, je me dis quand même, sois un peu impeccable. Bon, si jamais c'est un 36 tonnes qui m'écrase, bon, un beau costume ou une belle montre, ça se verra plus, hein, ce sera aplani. Je me dis quand même, fais gaffe, parce que si jamais il t'arrive un truc, au moins qu'on se dise pas, mais qu'il est négligé le mec quand même. Finalement, c'est toujours le regard de l'autre. Oui, mais le regard de l'autre, vivant, je m'en fous. Mort, quand même, je me dis, tant qu'à faire, autant réussir ça avec un peu de classe, le plus possible, hein, ça dépend de comment vous mourrez ou comment on vous tue. Mais oui, là, je plaisante parce que c'est quand même un sujet que je...
savez, moi, j'ai beaucoup d'admiration, d'affection pour toute la vague des romanciers juifs américains années 50, 60, 70, dont on ne connaît ici quasiment que Woody Allen. Mais il y a aussi des mecs formidables comme Saul Bellow, Philippe Roth, Bernard Malamud, Cynthia Ozick, enfin il y en a beaucoup. Toute cette vague juive américaine qui avait, à mon avis, ce souffle vital extraordinaire d'écrire des histoires, notamment des romans, où les questions métaphysiques et beaucoup la question de la finitude, à tous les niveaux, à tous les points de vue, arrivaient à se corréler avec une trivialité et la vie, quoi, telle qu'elle est, quoi, où on mange, où on fait l'amour, où on ressent des trucs, et puis avec cette espèce de peur, de questionnement sur et après, et comment on va finir, etc. Et c'est pour ça que je prends ça avec beaucoup d'humour, parce que ces auteurs m'ont beaucoup... vous savez, c'est beau quand vous ouvrez un livre et vous vous dites « Ah, c'est moi !» Ah, ça me rassure. Quel âge il a, le type? Oh, il a pensé à ça avant moi. Ah, ben ça va alors. Alors ça va, c'est-à-dire que je ne suis pas tout seul, et du coup, vous prenez le trait, le biais de l'humour. Romain Gary aussi, c'est un petit peu ça, quand même. Il y a une espèce de désespérance sur beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs comme ça. Mais c'est vrai que voilà, non, mais la mort, c'est pas un petit sujet pour moi. C'est un petit sujet. Et je trouve d'ailleurs assez dramatique qu'elle soit aujourd'hui parfois considérée comme il est mort, elle est morte. Il est mort, mais ça arrive. Oui, mais c'est pas parce que ça arrive que ça se respecte pas. En parlant d'auteur, il y a un livre dont vous m'avez parlé au téléphone, Désenchanté, qui vous a beaucoup interpellé par rapport à cette thématique. Ben, vous tombez pile dedans. Oui, c'est un livre qui s'appelle Le Désenchanté, qui a été écrit par Bud Schulberg, qui est un auteur américain. On me l'a mis entre les mains il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Une amie à moi qui travaille dans le cinéma, qui m'a dit ça va te plaire. Elle avait dû voir qu'en moi, déjà, ces histoires de mort, de décrépitude, etc., ça me travaillait. Et Le Désenchanté, c'est un livre magnifique dont je ne donnerai pas l'intrigue, mais je peux dire deux mots quand même sur Bud Schulberg, qui écrit ce livre justement par rapport à des souvenirs qu'il avait de Francis Scott Fitzgerald. Bud Schulberg était le fils ou un parent, je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises, d'un des patrons d'un grand studio de cinéma américain dans les années 20-30. Fitzgerald avait été embauché parce qu'il buvait, il dépensait trop d'argent, sa femme était folle en asile, etc. Et puis on avait dit, bon, on prend Fitzgerald, il nous fera des scénarios, on le fait travailler. Et le patron du studio avait dit à son fils, qui était Bud Schulberg, qui était tout jeune, il a dit, ton boulot, de surveiller Fitzgerald, de faire en sorte qu'il ne boive pas, qu'il écrive ses pages et qu'il ne parte pas en brioche. Ce roman, qui n'est pas une autobiographie, ce roman s'inspire à la base de cette histoire. Et c'est d'une beauté absolue. C'est pas gai, hein. C'est pas gai, mais c'est beau. On va passer à un autre sujet. Oui. L'amour. Ah, ça j'aime bien aussi. Vous êtes je préfère même. Vous êtes un amoureux de la vie, donc forcément. Oui, c'est vrai. Forcément, l'amour vous parle. Quelle définition vous lui donneriez? Moi, je dirais que l'amour, c'est la liberté. Quand on aime quelqu'un, que ce soit son amoureux, son amoureuse, son ami. Bon, après, moi, je n'ai pas trop de différence entre... Alors, évidemment, si je suis avec mon amoureuse, c'est pas comme avec un ami. Mais moi, il y a des hommes que j'aime d'amour, quoi. Je vois pas où est la différence. La différence étant le sexe, hein, on va dire, pour la faire courte. Mais quand on aime quelqu'un, eh bien, on le prend avec ses envies, qui peuvent varier, qui peuvent être dans notre sens, ou pas contre nous, mais pas forcément dans notre sens. C'est laisser libre. C'est laisser libre. Et je crois que le meilleur lien qu'on puisse établir avec quelqu'un, c'est un pacte de liberté. Voilà. J'ai pas de meilleur ami. J'ai pas de type de femme. J'ai pas de celui que j'aime le plus, ou comme j'aime pas les gens qui disent ah mon machin, mais putain, c'est pas à toi, laisse-le tranquille. Là j'ai un ami à moi dans l'assistant, je dis pas oh mon Jean-Christophe, enfin, il est pas à moi. Le lien qu'on a, on l'a, mais heureusement que j'ai d'autres personnes et lui aussi. L'amour, c'est laisser l'autre libre et ne pas en faire sa chose et ne surtout pas penser que l'autre vous appartient. Mais pourquoi je réagis comme ça? C'est parce que moi, j'ai toujours détesté me sentir dans le regard de l'autre lui appartenir. Moi, j'appartiens à personne, même pas à moi parfois, hein, vous vous rendez compte. Alors, c'est pas pour qu'un tiers mette le grappin sur ma liberté.
Ça, pour moi, l'amour, c'est ça. La base, c'est ça. Et d'ailleurs, toutes les relations que j'ai, amicales, longues, etc., et relations sentimentales et amoureuses, toutes les meilleures ont toujours été et sont toujours basées sur ce concept-là. Quand je dis concept, ce n'est pas un concept, c'est que c'est quelque chose que moi je ressens beaucoup. Et en amour, vous êtes plutôt démonstratif ou pudique? Ah, je suis très démonstratif dans l'intimité. À l'extérieur, je dirais pas vivons heureux, vivons cachés, ou vivons cachés, vivons heureux, enfin les deux marches. Le moins possible. Non pas que j'ai honte de montrer que j'aime quelqu'un, mais ça ne regarde personne. Pour préserver... Absolument. Ma vie privée, c'est marqué dessus, hein, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, vie privée. C'est privé. Vous m'avez parlé de la Nouvelle-Zélande. Oui. C'est pour vous, ça symbolise, c'est le pays qui symbolise l'amour. Absolument. Pourquoi? Absolument. J'ai eu la chance de faire un long voyage là-bas il y a 3 ans pour un livre que j'ai écrit sur la Nouvelle-Zélande en compagnie d'un grand journaliste néo-zélandais, spécialiste de rugby et d'histoire de la Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Ian Borswick. Et je dois vous dire que c'est une terre, mais toute la Nouvelle-Zélande, hein, il y a 2-3 grandes villes, hein, pas plus. Hein, le reste, c'est 4 millions et quelques d'habitants pour un territoire qui fait 1,5 fois la France. Eux, ils savent que la nature, c'est la propriétaire. Hein. Eux, ils savent qu'ils en sont locataires. Puis le peuple maori, hein, pas les colons, les Pakéas, les Blancs, hein, mais qui maintenant, voilà, la réconciliation commence à se faire. La colonisation de Nouvelle-Zélande, elle est très récente. Mais le peuple maori, mais c'est des demi-dieux. C'est-à-dire qu'ils ont un ancrage, c'est des fils tendus entre la terre et le ciel. Ils vivent constamment avec cette nature qui là-bas est le personnage principal. Il n'y a que ça. Donc ils vivent en telle connexion avec cette nature qui est d'une beauté luxuriante, enfin, c'est varié, c'est indescriptible, il faut aller voir. Que ces gens-là, ce peuple maori, mais apporte à votre âme, quand vous y allez, vous y arrivez en tant qu'occidental, mais non seulement ils vous accueillent, s'ils veulent bien, hein, parce qu'on ne vient pas pour faire le... Beaucoup m'ont dit, les gens viennent nous voir comme des sauvages, des touristes. Ben oui, parce qu'ils vivent quand même dans des territoires un peu rudes, pour certains, parce que c'est la forêt, vous savez, les touristes, hein, il y en a qui n'ont pas la lumière dans toutes les chambres, hein, bon. Mais qu'importe, nous on a été très bien accueillis. Et puis c'est surtout que ces gens-là, quand ils vous disent les ancêtres sont là, ah ben, je peux vous dire que vous sentez qu'ils sont là. Là-bas, il y a un immense kaori, le kaori étant un arbre qu'on ne trouve qu'en Nouvelle-Zélande et qui malheureusement a été quasiment intégralement décimé parce que les Anglais en faisaient des bateaux à une époque. Mais il reste le kaori qui s'appelle Tanemauta en maori, ce qui veut dire le seigneur des forêts. Il a plus de 2000 ans. Il a résisté, cet arbre, à tout. C'est sublime. À tout. Et nous sommes allés avec Ian Borswick voir cet arbre. Et il y avait une dame qui s'appelait Maria, qui est la gardienne de l'arbre. Une des gardiennes qui veille sur l'arbre. Et qui nous a dit, c'est notre père à tous. S'il tombe malade, nous tomberons malades. Et vous voyez, rien que d'en parler et de repenser à cet arbre et à cette femme, je me rappelle à quel point, ça ne m'a pas quitté depuis que je suis revenu de là-bas, je me rappelle à quel point là l'univers, l'âme, les signes, tout ce que vous voulez. La connexion, la sagesse. Là, ça me parle. Et la sagesse. Voilà. Et la sagesse. Parce que je peux vous dire que quand elle a entonné une mélopée, hein, qui est là-bas un autre nom en maori, que j'oublie, un kariaka, je crois, mais j'ai peur de dire une bêtise. Bref, une mélopée qui était donc un chant pour l'arbre, et que vous entendez cette femme maori qui chante pour cet arbre, dont elle dit que c'est notre père à tous, mais vous vous effondrez. Rien de plus magnifique. Comment après ça vous voulez revenir à une forme de pensée telle que vous l'aviez avant? Ce voyage ne m'a pas quitté. Mais là, on est à un niveau élevé. Ça vous cloue enfin, je ne sais pas comment dire. C'est extrêmement émouvant. Parce que c'est vrai. Ce pas des perchés. Non, c'est incarné. C'est incarné. Ils portent tout ça en eux. C'est la mémoire. Moi, il y a des choses que je raconte dans ce livre. Mais il y en a beaucoup que je ne raconte pas non plus.
parce que c'est irracontable, et puis c'est venu taper à de tels endroits où on se dit, mais c'est incroyable. La Nouvelle-Zélande, enfin, pour moi, c'est plus c'est une terre où il y a la mer Tasman et le Pacifique qui se rencontrent au Cap Reinga, qui est l'extrémité de l'île du Nord, où quand vous y allez, vous voyez une grande ligne comme ça de crête, avec les deux mers qui, sur une ligne, se rentrent dedans. Vous êtes à la frontière en voyant le Pacifique et la mer de Tasman. Et là, vous vous dites, si j'avais pas vu ça, j'aurais raté quelque chose, quoi. Après, si vous voulez le métro... C'est sûr. Là, vous passez dans la même ambiance. Vous voyez, là, c'est d'un extrême à l'autre. Voilà, le métro et les platanes de la mairie de Paris à côté de l'arbre le plus vieux du monde, bon, un peu moins bien, quoi. En tant qu'amoureux de la vie, de la cuisine, je vous ai demandé de choisir un plat qui vous fait penser à l'amour, justement. Mon arrière-grand-mère maternelle, qui s'appelait Maria Ottilia, Marie-Odile en français, une vraie italienne, faisait les gnocchis elle-même. Elle se levait tôt le matin, faisait les gnocchis, elle laissait reposer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tout, elle faisait, à la main. Et on mangeait ça. Moi qui adore la cuisine, je trouve que c'est vraiment pas du temps perdu. Faire à manger, quel que soit le niveau, hein, faire à manger des bons produits sains, avec l'envie de les faire partager, sans compter le temps, sans compter les heures passées. Ça, c'est fort. Ça, c'est de l'amour. Ah ben, moi, je suis pas grand cuisinier, mais je me débrouille pas mal. Pour moi, si je suis seul, bon, c'est un truc simple. Mais si j'ai du monde, etc., il n'y a pas aucun problème. Je peux passer des heures. Par contre, il ne faut pas rentrer dans le périmètre de la cuisine. Ça, c'est à moi. Et le dessert? Ah, le dessert. J'aime bien les poires. Bonne poire de saison, là. Oui, mais pas que. Oui, alors, si on a encore de la place, on met le chocolat fondu dessus. Ouais. Puis avec un petit whisky ou un petit Bazar Armagnac ou un petit cognac. Petit cognac, oui. Petit cognac, c'est bien. Ouais, ça, j'aime bien. Avec modération. Bien sûr, bien sûr. Pas plus de 4-5 verres par soir, naturellement. Et alors, au niveau de la chanson, Oui. ça m'a fait tellement plaisir parce que ça m'a... Ah oui, on s'est... Oui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas réécouté cet artiste, Gino Vanelli. Et moi, j'étais très surpris quand je vous ai dit Gino Vanelli au téléphone, que vous le connaissiez. Parce que c'est vrai qu'alors en France, il est quand même connu par peu de gens. Pourtant, c'est un artiste canadien qui a vendu des millions de disques dans le monde entier. Mais en France, il a eu son heure de gloire et puis maintenant, on le connaît moins. Ou celui qu'ils connaissent bien, c'est des mélomanes, mais emmerdants. Vous savez, qui font « oui, alors, tu comprends ?» Ils parlent, c'est les gens qui, quand vous passez le disque, ils parlent de la musique au lieu de l'écouter. Vous voyez, c'est des gens très emmerdants, ça. Il faut mettre plus de cognac pour eux. Ça, c'est les endors. Mais Vanelli, c'est un artiste extraordinaire parce que déjà, il faisait tout, enfin, paroles, musique, arrangement. Bon, il a une voix avec une amplitude dans les aigus et les graves que moi, je n'ai jamais entendu nulle part ailleurs. Et puis, c'est surtout que c'est un type d'une très grande spiritualité qui, déjà dans les années 60, 70, passait un peu pour un babacool aux cheveux longs, mais qui, en fait, avait... Enfin, moi, j'ai vu beaucoup d'interviews de lui, il l'est encore. D'ailleurs, vous voyez la tête qu'il a aujourd'hui, parce qu'il est quand même pas tout à fait jeune. Le type, il est illuminé de quelque chose d'éternellement jeune et fringant. Et c'est surtout que dans les textes et dans sa musique, c'est surtout ça qui est très fort, c'est qu'il y a une amplitude d'âme qui passe, pas que dans la voix, mais aussi dans les textes, qui est extraordinaire. Et une chanson que vous connaissiez en plus, Oui, voilà, complètement. qui est sa plus connue, ce qui a été son tube en 78, c'est Brother to Brother, où il parle de la relation qu'il a à son frère Joe, qui était son pianiste et aussi son arrangeur, et aussi son deuxième frère, Ross, qui était son manager, qui faisait des tournées avec lui, etc. Ces trois frères, Gino, Ross et Joe, qui ont toujours travaillé ensemble. Et Brother to Brother, c'est magnifique quand on le voit notamment sur scène, en live, hein, ça existe. C'est la version que voilà, j'ai. où il y a son frère au piano, on sait qu'il y a son frère. Enfin, c'est très beau. C'est un type que j'ai eu la chance de voir en concert, Vanelli, en 99. C'était le 3 avril 99. Mais c'est mon idole depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Donc, si vous voulez, j'ai retenu la date.
une gentillesse après. Les disques signés et tout, moi j'en pouvais plus, j'avais quoi, 14 ans, 15 ans. Tellement doux, tellement gentil, où on sentait ça. On voit, c'est une âme à l'état pur. Et musicalement, tous les gens à qui je le sais écouter, quand ils viennent en soirée chez moi, ils disent, vous connaissez Vanel? Non, je mets le disque. Alors là, tout le monde est par terre. Hein. J'ai adoré. Moi, quand on m'a fait découvrir cet artiste, C'est j'ai adoré. Son univers, c'est comme vous dites, il dégage quelque chose d'à part. Tout à fait. Et je note d'ailleurs, pardon, que celui qui m'a fait découvrir Vanelli, quand même, c'est mon père. Voilà. Donc c'est une valeur encore supplémentaire. On arrive à la partie féerique de l'émission. Alors, en ces périodes agitées, hein, comme on peut le constater, ah bon, il s'agit de ça souvent. Un petit peu complexe, un petit peu délicat. On aspire tous au bonheur. Mais quelle est votre définition du bonheur? Parce que là aussi, c'est très subjectif. Je dirais de plus en plus, c'est d'éliminer tout ce qui n'est strictement pas essentiel. Voilà. Aussi bien dans les relations, sans juger les gens, hein, en disant je vais aller prendre un café 2 heures avec cette personne, elle est gentille, mais pourquoi faire? Ça ne va pas m'apporter grand-chose, elle non plus sans doute. Pas la peine, on réduit une demi-heure, on n'y va pas. Et surtout, le plus important, c'est, déjà je ne suis pas conservateur, je ne suis pas collectionneur, je n'amasse pas les choses, les objets, etc. Tout ce qui ne sert pas, tout ce qui ne sert plus, on dégage. Ou on revend, ou on donne, ou on fait les deux, ou on fait du troc, mais il faut que ça resserve. Moi, je suis monsieur tri, c'est-à-dire que tous les 2 mois, je mets le survêtement, la casquette, et pourtant, vraiment, vous venez chez moi, j'ai vraiment pas grand-chose, mais je trouve tout là, ça sert pas, ça sert plus, ça je le lirai plus, ça ne sert à rien, tout le temps. Mais même pour 3 papiers, tout ce qui n'est pas utile et tous les objets qui ne vous font pas un bien à un certain niveau encombrent les voies. C'est autant de place qu'on n'accorde pas à l'âme, à l'intangible et à l'humain, au vrai. Et moi, ça vraiment, le cumul des choses, déjà, j'ai jamais été comme ça, mais au plus le temps passe, au plus je me débarrasse. Enfin, c'est même pas au plus je me débarrasse, c'est au moins je consomme, et donc au moins je me débarrasse, au final. Mais moi, je suis effaré par la surconsommation, la surabondance. Enfin, moi, je fais le marché, comme vous avez dit. Alors, parfois, je mets les pieds dans les grandes surfaces. Faut pas y échapper. Pour des produits. Mais c'est la nausée. C'est la nausée. Les gens qui crèvent de faim, et puis alors on a 12 000 marques de yaourt, 50 000 marques de brioche, des trucs pollués de partout, mais dont on dit jambon sans nitrite. Tiens, tu vois celui-là? Bon. Je vais devenir embêtant, je vais arrêter. Passons où c'est, passons. Elles s'impatientent en fait, parce qu'elles ont un petit message à vous transmettre. Je vous laisse choisir. Celle-là, elle m'a fait de l'œil dès le départ. Alors, savourez la vie. Apprenez à déguster ce que vous avez. Recentrez-vous sur l'essentiel. Comme par hasard. Abandonnez les futilités. Parfait. Appréciez les petits moments magiques qui illuminent votre vie. N'oubliez jamais que ce que vous possédez est précieux. C'est magnifique. Moi, honnêtement, je m'émerveille à chaque fois parce que là, c'est vous qui choisissez les cartes. Pas... Oui. Oui, on peut montrer. Regarde, on peut montrer aux gens. Hein, c'est pas les mêmes. Hein, c'est pas truqué. Ouais. Ben non, j'ai eu d'autres invités qui ont eu d'autres cartes et ça venait à chaque fois conclure tout ce qu'on venait de se dire. Puis non, mais surtout que là, c'est pile. Hein. Mais la première fois qu'on s'était vu, c'était pile aussi. Hein. Mais avec vous, c'est pile, c'est normal. Mais je me souviens que vous, il y avait. Je crois que c'est avec vous. Qu'elle me dise non, remélange pas cette carte, c'est avec vous. Hein. Absolument. Parce qu'on était au téléphone, c'est la première fois qu'elles me font ça, et en fait, vous étiez tombé sur une carte très juste, je ne sais plus laquelle c'était. Je ne sais plus non plus, mais je me rappelle que c'était très juste. Si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? C'est les gens dans la rue. Les gens dans la rue. Ça, c'est... Quelque chose qui vous... Moi, si vous voulez, je vis en Île-de-France, donc il y en a un paquet. Et moi, je ne comprends pas. Mais quand je dis la rue, c'est pas qu'en France. Hein. Quand je dis la rue, c'est... Oui, c'est... Moi, je vais dire ça plus précisément. La dignité minimum pour tous. Voilà, la dignité minimum. La dignité minimum. Voilà. Je ne comprends pas comment... Je reprends cet exemple. Je vais au supermarché, à côté de chez moi, parfois. Il y a 3 ou 4 types qui sont là tout le temps. Alors moi, je dis pas ça pour faire le démago, mais c'est des gens comme les autres. Hein.
Donc moi, comme je fume, je leur file des clopes, on discute. S'ils veulent un sandwich ou un pack de bière, je leur prends. Ça me coûte. Pas leur dire non. Puis ils sont... que faire? Moi, j'ai les moyens de leur acheter un pack de bière ou un sandwich. C'est pas dire, ah bah non, attendez les gars. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, mais faut pas leur donner à boire. Je dis, mais mêlez-vous de votre cul. Ils ont envie de boire, ils vont boire. Je suis pas là pour faire le médecin ou ils sont ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu viens me... Bon. Mais moi, je vois ça, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand on dit, oui, mais il y en a beaucoup qui choisissent et qui veulent plus sortir de la rue, etc. Mais pourquoi ils veulent plus sortir de la rue aussi, certains? Dans les centres affreux dans lesquels on les met. Ce qui s'y passe et comment ils morflent. Et je parle pas des femmes aussi dans la rue. Bon. Je vais arrêter de m'indigner parce qu'on va me prendre pour un artiste à 2 balles qui crée et qui ne fait rien. Mais moi, j'ai envie de dire un truc aussi. Je pense que rendre la dignité aux gens, c'est agir en local. Moi, je prends l'exemple de mes 3-4 SDF là, que je vois tout le temps, avec qui on discute le bout de gras et avec qui on se boit une bière. Bon, je sauve pas le monde, hein. Je vais pas, comme certains pseudo-philosophes français, aller sur les territoires étrangers en costume Thierry Mugler en disant c'est indigne ce que j'ai vu là-bas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien, tais-toi, ferme ta gueule, rentre chez toi. Agir au local. Moi, je vous avoue que je suis content d'agir au local. Voilà, à côté de chez moi, j'agis en local pour les 4 gars, là. À mon niveau. Mais je rentre chez moi, je suis content. Je me dis, ça, c'est bien. Quand je dis rendre la dignité, c'est peut-être... Allez, la baguette magique, j'affine à la demande baguette magique. Hein. C'est que chacun ait un peu plus la conscience du besoin de dignité de chacun. Voilà. Mais déjà en local. Hein. Aujourd'hui, vous savez, c'est la mode, en disant « Oui, alors vous comprenez, le monde, la France, la planète, le machin. » Déjà, tais-toi, descends en bas de chez toi, t'as forcément quelqu'un qui a besoin d'un truc à bouffer, ou d'une parole, ou d'un sourire, ou d'une clope. Quand les gens disent « Faut s'occuper du monde !» D'accord, déjà occupe-toi de ce qui se passe. Ton monde, il est au pied de ta maison. Ou un voisin en détresse. Ou un voisin en détresse, ou je veux dire, moi j'ai eu la chance, j'ai vu dans un immeuble où on se connaît quasiment tous. On sait que s'il y a un problème, il y a toujours quelqu'un qui est là. Voilà. Ben c'est ça en fait, aussi. Et c'est tout. Ouais, la dignité minimum pour chacun. Dignité minimum pour chacun. Et pour que les générations futures, je pense à ça, aient cette conscience-là. Et ne soient pas tout le temps plantés sur le monde virtuel et qu'ils voient aussi qu'autour d'eux, il y a de la beauté, mais il y a aussi de la misère et qu'ils peuvent faire quelque chose. Vous savez, les enfants sont super pour ça. Les petits dans le métro, etc. Comment tu t'appelles? Ça va, toi? Ils font pas des distinctions de classe sociale, de quelle couleur de peau, de quel machin, etc. Eux, ils ont ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est chaque pas compte, chacun à son niveau, chacun à son échelle. Si déjà il y avait ça, si déjà il y avait ça, mon Dieu. On arrive à la fin de l'émission. La gratitude, c'est quelque chose d'important pour vous, au quotidien, le remerciement, la reconnaissance. Même dans les moments les plus angoissés, sombres, etc., il suffit que j'ai envie de boire et que j'ai de l'eau à boire, que j'ai envie de bien manger, que je mange bien, et que je me mets dans le lit, et je me dis, te plains pas, va, tu as de la chance. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Vous êtes reconnaissant. Ah ben oui. Ben oui. Et vis-à-vis de votre entourage, quand vous avez envie de les remercier, vous êtes là aussi très démonstratif ou plutôt pudique? Ah non, je suis très démonstratif. Quand c'est dans le cercle de l'intime, je suis très démonstratif. Si vous êtes dans mon cercle, ça veut dire que quoi qu'il se passe, vous aurez toujours quelque chose, une oreille, une écoute, une attention, et ça fait du bien. Et ça fait du bien en plus. D'être, même parfois on peut pas faire grand-chose, juste d'être à l'écoute. Ou d'offrir un bon repas, ou dire allez viens, on boit un verre, et puis ça ira mieux. Tu sais, je suis basique, hein, je suis simple là-dessus. Pour le coup, je suis méridional, ça va pas, viens prendre le pastis à la maison, on va discuter. Voilà. Il y a toujours du pastis à la maison. Toujours avec modération. Toujours avec modération. Jamais plus de 4-5 verres avant de manger. Je rappelle que votre livre, Les contes classiques, donc vous prêtez votre voix, vous racontez ces histoires. Ce livre CD est paru aux éditions Fleurus, comme le précédent, et c'est une jolie idée de cadeau de fête de fin d'année. Et je précise qu'il a été illustré par Charlotte Molas. Voilà, parce que ma voix c'est une chose, mais les magnifiques dessins, les très belles illustrations à l'intérieur,
c'est quand même très joli, ça aussi. Je vous remercie pour cette nouvelle parenthèse enchantée et je vais d'ailleurs en profiter pour vous offrir un cadeau de notre partenaire, le laboratoire Piffi. Oh, Voilà. magnifique. Un petit cadeau. Alors là, je vais pouvoir me déodorer, m'hydrater, dans un confort extrême, c'est marqué. Bon, alors je vous le dirai, mais c'est très gentil. Merci Valérie pour ce cadeau. Ça me fait très plaisir, parce que la trousse est très jolie, elle est très ergonomique, elle s'ouvre, elle se ferme. Et puis il y a des produits incroyables. Dès demain, je vais m'hydrater en pensant à vous. Et j'avais jamais dit cette phrase non plus. Merci. En tout cas, merci Valérie, j'étais content de passer ce moment avec vous. Moi aussi. Et avec les amis laissés. Ouais, je vous remercie vraiment chaleureusement. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui m'accompagne. Alex, Eva, un clin d'œil à Laetitia, il y a Thierry, Nathan et Louis, que j'oublie personne. J'en profite pour remercier l'équipe de l'hôtel Westin Paris-Vendôme qui nous a si bien accueillis. Et puis évidemment, j'embrasse fort mes amis les fées. Je vous propose de nous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. D'ici là, prenez soin de vous et vibrez l'amour. Namasté.